Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous aviez l'habitude de voir Christophe Baraille, qui était jusqu'ici donc le président du CIFOG, l'interprofession du foie gras. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur de représenter les professionnels du foie gras devant vous. Donc, je me présente, Michel Fruchet. J'ai été élu à la présidence du CIFOG fin septembre. J'arrive pas dans le milieu depuis fin septembre, rassurez-vous. Ça fait 30 ans que je suis dans ce métier et ça fait 2 ans que j'étais le vice-président de Christophe à ses côtés dans cette longue aventure. Christophe aurait bien évidemment souhaité être présent à mes côtés pour opérer le passage de témoin. Malheureusement, il a dû répondre à d'autres obligations qui l'empêchent d'être présent parmi nous aujourd'hui. Pour m'accompagner pour ma première conférence de presse, je serai aux côtés d'un tout jeune représentant de l'Amont qui est Marcel Saint-Cric, que certains connaissent parmi vous, vice-président du CIFOG, et de quelqu'un que vous avez l'habitude de connaître très très bien, qui est Marie-Pierre, donc notre directrice du CIFOG, elle depuis le début. Nous sommes ravis de vous accueillir ici dans cet endroit d'exception, j'allais dire presque magique. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a bien voulu nous recevoir, et c'est un honneur, au prestigieux 37 quai d'Orsay. Ce lieu est le symbole de rayonnement de la France à travers le monde. Un rayonnement auquel participe le foie gras, véritable ambassadeur de l'art de vivre à la française. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour lancer la nouvelle saison festive du foie gras. Une nouvelle saison un peu particulière car, comme vous le savez, notre filière a été victime de 2 années consécutives de crise majeure. Mais aujourd'hui, nous faisons tout pour tourner la page. Tous les professionnels sont en ordre de marche et le foie gras sera bien présent pour les fêtes. Pour faire le point, voici les principaux thèmes que nous allons aborder durant cette conférence de presse. La mobilisation de la filière. Nous allons évoquer la façon dont les professionnels ont géré de façon responsable les 2 crises dont ils ont été victimes. Puis, nous vous détaillerons notre engagement collectif dans un chantier ambitieux afin de garantir une filière de qualité. Nous avons en particulier défini des mesures drastiques en matière de biosécurité, ce que nous vous expliquerons tout à l'heure. Nous allons ensuite parler de la production de foie gras pour 2017. Il y aura bien du foie gras pour les fêtes, mais nous en aurons un peu moins. D'ailleurs, si la production est en baisse en France, elle l'est aussi à l'international. Mais comme je vous l'ai dit, rassurez-vous, il y aura bien du foie gras pour les fêtes 2017. Nous vous présenterons les grandes tendances repérées pour cette fin d'année. Le foie gras monte en gamme, avec de nombreuses nouveautés axées autour du raffinement, de la créativité, de l'authenticité et de la traçabilité. Des nouveautés qui vont séduire les Français qui attendent le foie gras de pied ferme. Les sondages le montrent. Les Français restent des fans inconditionnels du foie gras et se déclarent solidaires des professionnels. Enfin, nous verrons que les chefs français et internationaux soutiennent également le foie gras et qu'ils en sont certainement les meilleurs ambassadeurs en France comme à l'international. Ils partageront même avec nous le déjeuner. Voici donc notre programme et sans plus tarder, je donne la parole à Marie-Pierre, directrice du CIFOG, qui va évoquer tous ces points en détail. Mesdames, Messieurs, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, nous allons balayer les différents points pour ce lancement de saison festive 2017, en nous replaçant notamment dans ce contexte qui a été difficile pour nous durant la saison dernière et ce printemps. Ce que l'on peut dire, c'est que ce que l'interprofession a eu à cœur, c'est d'essayer d'être responsable et des représentants professionnels responsables aux côtés de l'État pour gérer cet épisode-ci qui a frappé le secteur dans quelques départements du Sud-Ouest. Quelques départements, principalement Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques. Ce n'est pas tout le Sud-Ouest, malgré tout. Donc, ce que l'on peut dire, donc décembre 2016, rapidement, 2e année consécutive, une crise majeure qui apparaît avec un virus totalement différent qui décime les élevages dans quelques départements.
c'est le virus H5N8 d'une fulgurance jamais vue et qui effectivement a enseveli ce bassin de production telle une grosse vague, alors que nous étions préparés avec la saison précédente un virus beaucoup moins tueur. Le 29 mai, depuis le 29 mai, on fait pas. Donc vous voyez bien, on fait un grand saut en avant. On ne repasse pas sur toutes les étapes qui ont été douloureuses quand même pour les professionnels impactés. Le 29 mai, c'est le retour des premiers animaux dans les exploitations, avec une reprise qui va s'échelonner jusqu'au 15 septembre, en raison notamment du manque d'animaux disponibles. Juste un petit point d'attention. Bien sûr, on ne pouvait pas remettre tous les élevages en production tous en même temps parce qu'on n'aurait pas pu les gérer. Ensuite, il faut bien avoir une reprise progressive. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu dans les zones impactées des troupeaux reproducteurs qui ont été décimés. Et donc, nous sommes retrouvés à un manque d'animaux d'un jour, de cantons, pour remettre dans les élevages. Donc, il y a une pénurie, malheureusement, à laquelle nous devons subir. Nous devons faire face. Ça a d'ailleurs touché également la filière volaille dans la région de production également, puisque nous sommes sur des souches label rouge qui ont été également impactées. Donc tous les maillons de la filière ont été concernés. Ce sont les couvoirs, comme je l'ai dit, mais également donc, les producteurs, les entreprises de transformation, vous le savez, mais également tout ce qui gravite autour de notre filière. C'est les entreprises de transport, les prestataires de services avec les intervenants qui aident les éleveurs dans leur mission de tous les jours sur des actions particulières, mais les fabricants d'aliments également. Au total, et pour avoir quelques chiffres qui marquent l'impact de ces deux crises, la dernière année pleine, la dernière année normale, c'était 2015, où il y a eu 37 millions de canards produits sur le territoire français. Le premier épisode H5N1 nous avait conduit à une production en 2016 de 29 millions de têtes et nos estimations à date nous amènent à une estimation pour 2017 à 23 millions de canards. Il faut savoir, et on va l'expliquer après, qu'il y a eu donc sur 2017 l'impact des animaux qui ont été abattus dans le cadre des foyers ou qui ont fait l'objet d'abattage préventif pour protéger les zones. Il y a également des règles de production nouvelles qui conduisent, notamment par le fait que l'on doit être en capacité d'abriter les animaux dès lors que le risque passerait en risque modéré ou élevé. Et donc, on est obligé de diminuer les animaux mis en place. Et c'est ce qui se produit depuis début septembre. Donc, effectivement, avec ces règles de biosécurité, ces nouvelles règles de production, le redémarrage, le niveau de 2015 ne sera pas atteint avant quelques années, puisque tout ça va être progressif. Les pertes financières, elles sont énormes. On vous l'a dit, on vous a tenu au courant depuis le début de cette crise H5N8. C'est plus de 350 millions d'euros de pertes financières pour la filière, avec tous les maillons touchés, l'accouvage, les pertes liées au dépeuplement et au foyer, les pertes liées à la non-production, puisque dès lors qu'il y a eu un vide sanitaire déclenché, les éleveurs n'ont pas pu remettre en production, donc ça a créé un vide sanitaire. Et par ricochet, les entreprises de transformation dont l'impact est aussi majeur, là non plus pour toutes les entreprises du Sud-Ouest, mais pour celles qui sont dans la zone de production en particulier. Alors, qu'en est-il des indemnisations ? Vous savez que l'État s'est fortement mobilisé pour venir en aide à cette filière, avec malgré tout, autant le premier épisode, les indemnisations se sont déclenchées en temps et en heure. Les choses ont été un peu plus difficiles pour H5N8. Il y a tout d'abord le solde de H5N1. Je pense que vous me suivez dans mon raisonnement. Le premier épisode, il restait 30% à venir. Il nous était promis déjà dès le mois d'avril, puis au mois de juin. Et finalement, ce solde n'est intervenu dans les élevages qu'en septembre 2017. Donc, si vous mettez à la place des éleveurs qui ont été impactés déjà en décembre 2015, qui ont retrouvé leur production en mai-juin 2016, ils n'ont touché le solde de leurs pertes qu'en septembre 2017.
Pour ceux qui sont dans des zones qui ont été impactées par le deuxième virus, donc dès le mois de décembre 2016, eux n'ont touché leurs pertes qu'en septembre, pour 50% de leurs pertes en septembre 2017. Donc c'est dire que les situations, vous avez sans doute suivi les actualités où les producteurs se désespèrent de voir arriver ces accompagnements. Effectivement, ça a été long. L'été a été long pour ces élevages impactés pour la deuxième fois. Malgré tout, à date, donc, les éleveurs impactés ont touché 50% des pertes. Donc, reste à venir 50% de la perte jusqu'au 29 mai, date de reprise de la production. Une deuxième avance est attendue pour 20% pour novembre. Donc, elle est actée, elle va arriver de façon simple. Mais il restera à nouveau 30% de cette perte à venir et le solde sera attendu simplement en 2018. Donc ces pertes, c'est pour jusqu'au 29 mai. Mais je vous ai expliqué qu'il y a des pertes, malheureusement, que nous subissons après cette date théorique de reprise, puisque des troupeaux reproducteurs ont été impactés. Et à ce jour, ces pertes ne sont pas prises en compte. Voilà. Donc c'est notre travail quotidien, aux côtés du ministère de l'Agriculture, d'essayer d'obtenir que ces indemnisations puissent être prises en compte. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et reste toujours en attente le plan d'accompagnement des entreprises de transformation. Donc sur ce point, il faut saluer l'effort exceptionnel des services du ministère de l'Agriculture pour obtenir l'autorisation de Bruxelles d'avoir un plan d'accompagnement des entreprises les plus impactées. Il ne s'agit pas d'aider toutes les entreprises de foie gras, loin de là. Ce sont celles qui ont été dans, je dirais, l'œil du cyclone, pour avoir une expression imagée, qui avaient un approvisionnement en totalité dans la zone de restriction, qui étaient sur des marchés à l'export, les marchés à l'export fermés, qui donc sont très spécialisés dans le foie gras et qui ont donc vécu ça de façon très très difficile, avec des pertes énormes. Donc nous avons le feu vert de Bruxelles pour avoir cet accompagnement. Maintenant, c'est l'arbitrage budgétaire qui doit intervenir au niveau de l'État français. Et donc, nous sommes toujours en attente de cette décision budgétaire. On ne peut pas en dire plus aujourd'hui. Pour les pertes de H5N1, mais vous avez des entreprises dans les 4 départements cités qui ont subi cette deuxième vague de façon magistrale. Donc, il y a aussi des pertes majeures sur H5N8. Voilà. Malgré tout, on rebondit, on est debout et le travail est reparti. Il y a eu un pacte qui a été signé au mois d'avril avec le ministre de l'Agriculture, la filière foie gras, les opérateurs majeurs, mais également toute la filière volaille en France, parce que l'influenza aviaire, on l'a vu cette fois-ci, a touché aussi la filière volaille dans le sud-ouest. Donc c'est aussi... on est un peu tous dans le même bateau. Et donc, c'est important d'avoir un important travail de concertation qui s'est fait aussi avec l'appui d'experts scientifiques et vétérinaires et qui a conduit, dès le 19 janvier, pour l'interprofession, à proposer un plan d'action. C'était 4 axes de travail, 15 actions que l'on avait présentées au fur et à mesure de nos rencontres ce printemps. Donc, ce pacte de lutte contre l'influenza aviaire a associé l'État, la profession, mais également les acteurs bancaires, les collectivités territoriales et également les acteurs de la filière volaille. Alors, il y a donc plusieurs points qui ont été mis à l'ordre du jour et retenus avec une feuille de route sur laquelle nous sommes réunis régulièrement par les pouvoirs publics pour avoir un avancement de ces points. Mais j'en relève les principaux. C'est donc améliorer les réactions collectives en temps de crise. Donc là, effectivement, on va expliquer un peu plus ce que l'on a mis en place aux côtés de l'État. Sécuriser le maillon de la production, sécuriser le transport des animaux qui avait été identifié comme un des facteurs de la propagation de H5N8, mais également renforcer les règles de biosécurité au niveau des intervenants. Les intervenants, ce sont les personnes qui viennent sur les élevages aider les éleveurs dans leur mission de tous les jours.
De la même façon, dans ce pacte, il y a des actions comme agir au niveau européen et international qui relèvent de l'action de l'État. On ne va pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. Mettre en place le système d'appui économique, c'est tout ce que les pouvoirs publics s'engagent pour indemniser les acteurs de la filière. Et également agir au niveau transversal pour l'évolution de la filière. Ce sont les actions à un peu plus long terme. Alors, le chantier ambitieux pour garantir une filière qui soit sécurisée sur le plan sanitaire. Donc, premier point, optimiser les réactions collectives en cas de survenue de nouveaux foyers. L'axe numéro 1, et ça c'était vraiment une action forte de l'interprofession, c'était de contribuer à un recensement de tous les opérateurs, des éleveurs, parce qu'effectivement, ça peut paraître paradoxal, mais jusqu'à l'heure, tous les élevages en filière volaille et qui plus est en filière palmipède n'étaient pas recensés dans un outil. Nous étions en train de le faire avec l'outil qui s'appelle BD Avicole, qu'on était en train de déployer depuis 3 ans, mais à un rythme sur lequel nous n'avions pas mis un arrêt d'urgence. Donc, nous avons passé la démultiplier, dirait-on, pour effectivement arriver aux côtés de l'État à avoir un recensement le plus exhaustif de tous les opérateurs, de façon à pouvoir être très réactif si un nouveau foyer se déclarait. Alors, comment cela va se passer? En fait, le recensement est, je pense, aujourd'hui à 95% effectif. Il est effectif auprès de cet outil BD Avicole. Et à côté de cela, est déployé un outil cartographique et un outil d'alerte qui permettra d'envoyer dans les zones réglementées si une suspicion apparaissait, de pouvoir avertir les opérateurs qui sont dans cette zone. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ce qui est important, c'est de pouvoir bloquer les mouvements d'animaux. Donc ça, les dispositions sont très vite prises par les autorités sanitaires. Dès lors qu'il y a un foyer, on déclenche une zone de contrôle temporaire pour bloquer les mouvements d'animaux. Mais ce qui est important, c'est d'informer tout un chacun. Voilà. Et donc tout ce travail de fourmi, je dirais, est vraiment en très bonne voie d'avancement. Je ne peux pas dire qu'il est tip-top prêt s'il fallait appuyer demain matin, mais vraiment, il y a beaucoup de travail qui est fait à ce jour, et ceci en étroite collaboration entre les autorités sanitaires et la profession, et tous œuvrent en bonne intelligence pour effectivement être efficaces. L'autre point, c'est sécuriser le maillon de la production. On a vu qu'il y a 2 maîtres mots, c'est la biosécurité. La biosécurité, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'on coupe les passerelles du virus et de propagation du virus. Aujourd'hui, on voit bien qu'une exploitation qui est schématisée ici, le virus peut arriver par l'avifaune, c'est les cas initiaux de propagation, de contamination d'une exploitation. Mais ensuite, malheureusement, il peut se véhiculer par les transports, c'était le cas de Almerac. Il peut se véhiculer par les hommes, par une biosécurité qui serait défaillante par tout le facteur humain, par les transports également de tout ce qui intervient sur les exploitations, les fournisseurs d'aliments, le fournisseur d'énergie, mais tous les opérateurs qui viennent sur les exploitations. Donc, un travail important avait déjà été fait avec l'aide de l'Institut technique de l'aviculture, l'ITAVI, avec tout un dispositif de fiches de biosécurité à respecter. Et je dois dire quelque chose qui a été fait de façon à respecter tous les modes de production, puisque vous savez que la filière, elle est diverse. On peut avoir des éleveurs très spécialisés, on peut avoir des éleveurs qui font également la fonction d'engraisser les animaux sur leur élevage, qui font le travail de transformer, c'est tout le circuit court. Et donc ces fiches ont été vraiment adaptées à tous les modes de production. Ce travail a été aussi un travail qui a pris en compte toutes les sensibilités de la filière et dont on fait un tout en fait. Donc vous pouvez les consulter, on ne va pas les regarder en détail, je vous rassure, mais sur le site de l'ITAVI qui est cité là. Et il y a également donc un arbre décisionnel en fonction de je suis un éleveur en filière courte, je suis un gaveur en filière courte, qu'est-ce que je dois respecter pour respecter la biosécurité. Donc c'est vraiment un outil précieux. Le deuxième point, c'est les règles de production ont été renforcées.
Alors, qu'est-ce qui régit la production? C'est l'arrêté de biosécurité du 8 février qui fait référence dans notre jargon professionnel. Il a été révisé le 10 juillet 2017. Une nouvelle révision est encore attendue dans les jours prochains. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en principal? Si vous voulez aller dans le détail, nous sommes plusieurs professionnels dans l'Assemblée et ça, on pourra le faire. Mais ce qu'il faut retenir, les règles majeures qui vont changer la donne pour demain, c'est que, notamment, et c'était une des demandes de l'interprofession, c'est que l'on dépiste les animaux avant de les bouger. C'est-à-dire qu'on n'est pas ce qui s'est passé avec le cas de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on soit sûr que l'on bouge des animaux sains. Bouger des animaux, si on est sûr qu'ils soient sains, ça ne pose aucun problème. Le problème, c'est si on bouge des animaux qui seraient porteurs. Donc, dans la réglementation, dès aujourd'hui, dès lors que l'on est amené à bouger des animaux sur plus de 65 km ou qu'on les distribue sur un rayon de plus de 20 km, il faut les contrôler. Voilà. Donc là, il n'y aura pas d'animaux bougés sans être contrôlés. Ça, c'est extrêmement important. Dès lors que l'on passe en risque modéré. Le risque modéré, vous voyez que c'est, par exemple, l'ANSES a jugé que le département de l'Ain doit passer en risque modéré parce qu'il y a des cas dans l'avifaune en Suisse. Voilà. Donc c'est jugé au cas par cas en fonction des événements qui surviennent. L'autre point qui est important, c'est que qu'est-ce qui attire l'avifaune? C'est l'alimentation sur les parcours, puisque vous savez, notre filière, et c'est vraiment un des axes très importants, c'est que nos animaux sont élevés en extérieur. Malgré tout, et donc c'est quelque chose qui est culturel chez nous, bien sûr, et nos souches sont faites pour cela, c'est que malgré tout, on demande à ce que l'alimentation qui attire l'avifaune soit mise à l'intérieur, de façon à ce qu'il y ait moins d'échanges avec les oiseaux migrateurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est qu'il faut, entre le 15 novembre et le 15 janvier, qui est la période où il y a les passages des migrateurs, on rentre cette alimentation. Donc ça, c'est ancré dans la réglementation maintenant. Et l'autre point qui est important, c'est que l'on soit en capacité, je le disais dans le propos préliminaire, qu'on soit en capacité de garder les animaux à l'abri, à l'intérieur de bâtiments, si jamais on passe un risque élevé. Alors, il y a une petite dérogation qui est octroyée pour les petits élevages en dessous de 3200, mais qui sera accordée au bon vouloir de l'administration sanitaire départementale si la biosécurité est jugée satisfaisante sur ces élevages. Donc, je pense qu'on est dans un environnement assez sécurisé. Et je crois que c'est très important parce que personne, je vous jure, personne ne veut revivre ce qui s'est passé dans les Landes ou dans le Gers ou dans les Pyrénées-Atlantiques ce printemps. Donc, on est dans un contexte encadré. Au départ, nous souhaitions également, au niveau de l'interprofession, mettre carrément des audits obligatoires. Bon, cette mesure n'a pas été possible à mettre en œuvre parce que un certain nombre des professionnels voyaient finalement le contrôle, c'est l'État qui doit faire le contrôle. Et nous, on s'est engagé finalement sur notre démarche qui est Palmi J'ai Confiance, dont on vous avait parlé précédemment, notamment qui était bien faire notre travail et le faire savoir. C'est-à-dire, c'est une démarche volontariste sur laquelle les professionnels considèrent que pour bien faire le travail, il faut respecter un certain nombre de critères et on accepte de se faire contrôler par un organisme tiers de contrôle. Donc c'est cette démarche sur laquelle on va s'appuyer et on va inviter le maximum d'opérateurs de la filière à rentrer dans cette démarche et ça sera notre socle de travail et on va essayer d'emmener le plus possible de nos professionnels dans cette démarche parce que c'est comme ça qu'on va accompagner ce mouvement vers le haut d'une filière sécurisée sur le plan sanitaire. Voilà. L'axe pour vous montrer le progrès sur lequel on est engagé, c'est le maillon du transport. Sur le transport, qu'est-ce qui se passe? Il y a un arrêté également qui va renforcer les règles concernant le transport. Pour notre filière notamment, et vous avez quelques illustrations, il y a ce qui est le transport dédié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le transport qui transporte les animaux vers les salles d'engraissement, c'est le transport des prêts à gaver, va se faire avec un code de couleur, je ne sais plus si c'est les bleus ou les verts, pardonnez-moi,
Et par contre, le transport qui amène les animaux des salles d'engraissement vers l'abattoir, c'est une autre couleur. Donc tout ceci permet de codifier simplement les flux pour éviter qu'il y ait un croisement de flux et que l'on puisse clairement éviter de contaminer les flux si par malheur il y avait une contamination. Mais avec tout le travail qui a été fait en amont, je pense que c'est une sécurité plus. Mais en fait, comme on est un peu traumatisé, comprenez qu'on a voulu mettre un peu toutes les chances de notre côté pour aborder la saison avec le plus de chances de notre côté. Donc bien sûr qu'il y a également des stations de lavage qui sont dédiées pour les flux de transport des animaux maigres et le flux des transports des animaux gras. Et je puis vous assurer, toutes les entreprises, notamment les abattoirs, ont massivement investi pour sécuriser ce lavage des caisses et effectivement avoir des systèmes qui soient performants et que l'on puisse effectivement sécuriser ce maillon-là. L'autre point sur lequel on a mis quelques illustrations, c'est ce que l'on appelle le bâchage du 15 novembre au 15 février. Ça veut dire qu'on protège les camions de transport pour éviter qu'il puisse y avoir une contamination sur la voie publique de plumes ou de fientes. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ça avait été un vecteur dans H5N8 de transmission. Et pour cela, il y a donc considérablement des investissements qui sont faits ou en train d'être faits à ce moment-là. C'est très technique, on va parler de foie gras après, de bonnes recettes, je vous rassure. Mais en même temps, moi, je veux aussi, au risque d'être un peu insistante, rassurer tout le monde sur le fait qu'on aborde la saison en ayant pris la juste mesure de ce qu'il fallait faire. Le dernier point, c'est tout le travail auprès des intervenants, ces personnes qui viennent sur les élevages et qui vont d'élevage en élevage pour aider les éleveurs, où là, il a fallu déjà recenser toutes les sociétés de prestataires qui existent et aller développer la bonne parole de la biosécurité, avec donc des supports multiples qui ont été développés avec l'aide de l'ITAVI, mais également des vétérinaires, pour effectivement développer les bonnes manières de ce côté-là. Alors, vous l'avez compris, le foie gras pour cette saison festive va être en voie de raréfaction, mais comme l'a dit le président Michel Fruchet, il y aura quand même du foie gras à Noël, rassurez-vous, il y en a un peu moins que d'habitude, mais il y en aura pour tout le monde, je le pense. L'impact de tout cela, en chiffres, bien sûr, on l'a vu, 2017, il faut s'attendre à une production en France de 23 millions de têtes, ça fait à peu près donc 10 750 tonnes, selon nos estimations, soit une baisse de l'ordre de 22% par rapport à 2016. La France n'en reste pas moins le premier pays producteur. Et avec cette raréfaction, nous allons avoir une montée en gamme des produits offerts aux consommateurs pour cette saison festive. Les importations, il faut en parler parce que ce n'est pas l'achat de foie gras en Hongrie ou Bulgarie qui va compenser ce manque de production, puisque ces deux pays ont également été impactés par ce même virus H5N8. Et pour les 7 mois, par exemple, de 2017, les importations sont en baisse de 45%. Donc il n'y aura pas de rééquilibrage avec des importations en provenance des pays de l'Est. Ce qui nous fait une offre entre la production nationale et les importations de 13 400 tonnes pour 2017, en prévision selon nos informations professionnelles. La consommation en 2016, elle avait baissé en volume de façon importante, mais surtout parce qu'il y avait eu une baisse de l'offre en rayon et une activité promotionnelle moins forte. Effectivement, si le foie gras n'est pas mis en avant, c'est difficile aussi de le trouver pour le consommateur. Donc il y a une activité qui doit être importante. Malgré tout, il était important de noter que l'année dernière, sur la semaine avant Noël, la hausse des volumes avait été de 6%. Donc le foie gras reste un incontournable des fêtes de fin d'année et plusieurs éléments nous le disent aussi pour cette saison à venir. Le foie gras reste donc un ambassadeur de la gastronomie et en France, mais également à l'international. Et nous sommes ici dans un lieu important à ce niveau-là, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères qui est extrêmement important par rapport à notre rayonnement au niveau de l'international.
Alors, la balance commerciale d'ordinaire, 2015, c'était pratiquement 60 millions d'euros que rapportait la balance commerciale. Elle est chahutée, bien sûr, puisque vous savez que dès lors qu'il y a un foyer d'influenza aviaire, nous perdons ce statut indemne. Et dès lors que l'on perd ce statut indemne, les pays tiers, et parmi les pays tiers, le Japon, ferment leurs frontières à l'achat de foie gras. Alors, le Japon a une position extrêmement drastique, c'est-à-dire qu'il n'accepte même pas de foyers faiblement pathogènes. Dès lors qu'il y a le moindre cas d'influenza aviaire, dont toute influenza aviaire, il ferme ses frontières. Donc c'est pour cela qu'on a une forte baisse de nos exportations. Mais malgré tout, au sein de l'Union européenne, et donc la Belgique, l'Espagne sont de forts pays consommateurs de foie gras, continuent à acheter le foie gras. Donc finalement, les exportations ne sont pas en chute libre. Voilà. Ce que l'on peut constater, c'est donc qu'on a, du fait de la chute de nos importations de 29% en valeur, et malgré tout des exportations qui se maintiennent, puisque l'Union européenne continue d'exporter, nous avons une petite amélioration de notre excédent commercial à date, puisque nous sommes à 6,8 millions d'euros d'excédent pour fin juillet. Ah ben voilà, donc je l'ai détaillé, donc je vais passer sur cette diapo. Alors, aujourd'hui, quel est le baromètre à cette veille de saison? Nous avons bien sûr, comme chaque année, vérifié auprès du consommateur quel est son état d'esprit. Et là, écoutez, nous sommes assez rassurés. Les Français sont des inconditionnels du foie gras. Malgré le contexte difficile pour la filière qui a été largement relayé ce printemps, nous avons des Français qui prouvent leur attachement au foie gras. 92% des Français continuent d'en consommer et 88% en savourent plus d'une fois par an, pas seulement qu'à Noël en fait. Pour 93% des Français, le foie gras c'est un produit de fête, ça je vous apprends rien. On a toujours des chiffres qui sont presque qui sont les mêmes d'année en année, mais qui nous rassurent. Et je pense que c'est important de le dire à ce moment-là, parce que effectivement, pour nous, c'est important. Les événements, malgré tout, familiaux, amicaux, sont importants pour expliquer la deuxième occasion de consommation du foie gras. Et effectivement, pour 57% des consommateurs, ils en consomment une autre fois qu'à Noël, et c'est un élément à avoir bien en tête. Le foie gras, c'est un produit de qualité pour 93% des foie gras, et la production française est la garantie d'une qualité gustative. Donc c'est important de le souligner. 97% l'associent au patrimoine gastronomique français et 88% considèrent qu'il participe au rayonnement de la gastronomie. Et donc je saluerai à ce moment-là aussi tout le rôle des chefs français qui sont vraiment nos ambassadeurs dans le monde entier. Et on peut déjà les remercier à ce moment-là de l'exposé, mais on y reviendra aussi au cours de la journée. Également, les Français sont conscients des difficultés que nous avons vécues, mais ils restent confiants dans la qualité. Pour 93% des Français, ils sont rassurés quant à la qualité des produits qu'ils vont trouver en rayon. Et 9 sur 10, de toute façon, s'attendent à une augmentation des prix parce qu'effectivement, les investissements qui doivent être faits en amont génèrent une augmentation des coûts et de toute façon, il y aura une garantie de qualité à la sortie. Quelles sont les tendances pour la fin d'année? On va terminer sur des notes plus savoureuses qui vont avoir pour objectif, de toute façon, de vous mettre l'eau à la bouche avant la dégustation à côté. Donc, ces fêtes de fin d'année, nos entreprises, qu'elles soient artisanales ou qu'elles soient de taille plus importante, ont vraiment travaillé la montée en gamme du produit et ont mis en avant tout un ensemble d'éléments qui vont permettre de remettre ce foie gras en catégorie premium, enfin la mettre et la valoriser. Vous pouvez me faire confiance, il y a vraiment de quoi se régaler.
à découvrir toutes les nouveautés qui arrivent sur les rayons de ces fêtes de fin d'année et que nous avons en primeur aujourd'hui, avec des accompagnements qui sont ou traditionnels ou nouveaux. Je vois par exemple le poivre de Madagascar, le poivre de Szechuan ou le poivre de Sarawak. Bien sûr, des accompagnements plus traditionnels, comme je vois le vieil Armagnac ou le Sauterne, bien sûr, qui mettent déjà l'eau à la bouche. Sont également mis à l'honneur des accompagnements un peu plus exotiques, le saké ou les épices Colombo, etc., l'association du sucré-salé, mais également la mise à l'honneur de grands chefs qui travaillent aux côtés des grandes marques pour valoriser ce foie gras. Également, on restera sur des valeurs sûres. Les valeurs sûres, c'est l'origine des produits, qu'elles soient basées sur des signes de qualité comme l'IGP, le label rouge, mais également sur une origine 100% France garantie, et la mise en avant de la valorisation de la tradition avec la préparation manuelle des produits. Voilà. Il y a tout un ensemble d'éléments qui sont mis en avant pour effectivement donner à ce foie gras cette valeur qu'elle a. Le fait maison également qui est mis à l'honneur, avec le fait que l'on puisse sélectionner les foies manuellement, qui a vraiment, c'est pas quelque chose qui est le foie gras, c'est pas quelque chose qui est mécanique. Il y a un homme derrière chaque foie gras, enfin un homme en général. Le tri des foies se fait de façon individualisée. Il y a beaucoup de main-d'œuvre derrière cette préparation du foie gras. De nouveaux accompagnements avec des accords qui sont proposés, voilà, avec des combinaisons nouvelles que vous pouvez découvrir, qui s'affichent au gré là, de la projection. Pour lancer cette saison, nous aurons le 19 novembre notre film « Au frais du foie gras », on s'en souviendra, qui reviendra sur les grandes chaînes de télévision, que ce soit TF1, France Télévisions, mais également sur la TNT, avec cette invitation à la consommation qui est juste soulignée de façon élégante et raffinée. Comme voilà, pour la 4e année, on redécouvrira donc ce superbe film « Au frais du foie gras ». On s'en souviendra, au frais du foie gras à votre table, mais également vous pouvez offrir du foie gras en guise de cadeau quand vous êtes invité, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement bien apprécié, et nos marques proposent un certain nombre de coffrets cadeaux qui font toujours plaisir à offrir pour ceux qui offrent et à recevoir pour ceux qui le reçoivent. Voilà. Le foie gras va être également un grand incontournable des tables de nos chefs. Là, le réseau Orotoc va mettre le foie gras à l'honneur du 6 au 12 novembre prochain dans 200 restaurants participants, avec le foie gras qui sera mis en avant dans des menus spécifiques sur les différentes tables des restaurateurs. Alors, de nombreux chefs sont nommés que vous reconnaîtrez sur leurs photos ci-contre, et la plupart seront avec nous tout à l'heure pour le déjeuner. Donc nous aurons le grand plaisir de pouvoir les rencontrer. Et pour terminer, donc juste dire que ce matin s'est tenue la finale du 13e challenge qui honore les jeunes talents. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis maintenant 13 ans, où l'on travaille avec les écoles hôtelières et on organise dans ce concours qui met à l'honneur des jeunes talents et qui ont travaillé cette année sur les meilleurs accords entre le magret et le foie gras. Donc ce jury s'est réuni ce matin sous la présidence d'André Daguin et supervisé avec Guy Leguet, qui sont parmi nous. Et donc je crois que ceux qui ont eu la chance de déguster se sont régalés, puisque et le magret et le foie gras, c'est vraiment la promesse de quelque chose de somptueux.